Bonsoir à tous. Donc, je suis ravi de vous présenter ce cercle sur la décentralisation. On va commencer par définir le terme du sujet, hein. La décentralisation, c'est donc quand une autorité locale est indépendante pour sa nomination ou sa révocation du pouvoir central et que cette autorité locale n'a aucun rapport de subordination avec le pouvoir central et que cette dite autorité locale a les moyens, notamment financiers, de mener à bien ses missions. Donc quand une autorité investie par l'État central et répondant de lui s'implante en province, comme une préfecture par exemple, ce n'est pas de la décentralisation, hein, c'est ce qu'on appelle de la déconcentration. Hein. Donc la décentralisation, clairement, c'est synonyme d'autonomie, de liberté, et pour l'écrivain Alexis de Tocqueville, elle est même synonyme de liberté, de démocratie, excusez-moi, car elle spretz, hein, oui, c'est un cercle sur la décentralisation, on va employer quelques mots de chez nous, elle spretz, si vous voulez, le pouvoir. La décentralisation, elle diffuse en quelque sorte le pouvoir à toutes les couches, les strates de la société, et elle va ainsi entretenir à l'échelle du pays un sens aigu des responsabilités et favoriser aussi une réelle conscience civique. La décentralisation, c'est une thématique fondamentale de notre mouvement. Hein. On a tous ici un parcours qui nous a menés vers le nationalisme, voire vers le royalisme pour les plus éclairés d'entre vous. Et le plus illustre d'entre eux, Charles Maurras, a commencé son cheminement vers la conclusion monarchique un peu par hasard, en militant d'abord pour la décentralisation. Hein, Maurras est avant tout, et même avant l'Action française, un provençal. D'abord par la naissance, il est né à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite, par les idées et l'engagement. Hein, il a milité au sein des Félibriges, donc est un mouvement de promotion de la culture et de langue provençale. Il a même rédigé en cette langue. Hein, donc c'est vraiment pour vous dire l'attachement de ce latin à sa Provence natale. Il constate, après l'étude notamment des archives municipales de Martigues, que les provinces, hein, donc c'est à peu près les régions, on va dire, hein, les provinces en général et la sienne en particulier, n'ont jamais été aussi libres et vivaces que sous l'Ancien Régime. Et il se rend compte en fait que la monarchie n'était donc pas cette dictature nationaliste d'ultra-droite tant décriée, et l'argument d'une monarchie en fait décentralisée, historiquement respectueuse des républiques sous le roi, va constituer pour Maurras son premier argument, et même en fait l'argument originel pour la monarchie. Fort de cette conclusion, il va s'intéresser davantage à la royauté et conclura qu'elle est, en plus d'être le régime le plus bénéfique pour les provinces, le meilleur régime pour la construction et la sauvegarde de la nation. Voilà pourquoi tout programme d'études de l'Action française doit traiter la décentralisation dans l'ordre chronologique et surtout logique de la pensée de Maurras, c'est-à-dire en premier. Et ça tombe bien dans la mesure où cette formation est la première de l'année à porter euh, sur la doctrine du mouvement. Ce cercle va donc s'intéresser à la question de la décentralisation en France du point de vue des faits. Hein, on va retracer l'évolution de la décentralisation dans le temps, du point de vue des idées également, car ce sujet a donné lieu à une production notamment littéraire assez qualitative, et du point de vue également des solutions, hein, pour une vraie politique décentralisatrice qui se fera dans l'intérêt et des autorités locales et du pouvoir central. Les faits, donc. Alors, depuis la Gaule jusqu'à la Révolution, on a une France décentralisée globalement florissante. Hein, je vous rappelle le bon mot de Maurras qui qualifiait les provinces d'Ancien Régime comme étant, je cite, hérissées de liberté. L'Anjou, le Bourbonnais, l'Artois, le Berry, l'Alsace, etc. sont des exemples des 34 provinces existantes à la veille de la Révolution. Et ces provinces étaient en effet plus souveraines, plus libres sous la monarchie qu'aujourd'hui. Hein, on a en fait cette image d'Épinal, ce cliché de nos rois, notamment de Louis XIV, qui depuis sa tour d'ivoire de Versailles régente tout, fait unilatéralement la pluie et le beau temps sur le royaume. Intéressons-nous donc à Louis XIV, qui représente, malgré lui et injustement, l'archétype du roi omnipotent et centralisateur.
qui peut le plus, peut le moins. Donc si je vous montre que le plus caricaturé de nos rois était tout sauf un tyran oppresseur, eh bien votre a priori sur la monarchie, je l'espère, tombera. Hein. Et pour cela, on va faire un petit détour par notre région, l'Alsace. Ça vous dit? Hop la guys. Alors, c'est sous Louis XIV que l'Alsace deviendra française pour la première fois de son histoire, après 7 siècles sous la coupe du Saint-Empire romain germanique. L'Alsace, elle est sans identité et ultra morcelée en 1648, année où elle intègre presque intégralement le royaume de France. Cet émiettement, cette absence de structure, est à l'image de l'ancienne entité à laquelle elle appartenait jusqu'alors, hein, le Saint-Empire romain germanique, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'un gigantesque puzzle de 350 États, et certains étant vraiment microscopiques. Et Louis XIV va en fait réaliser la prouesse de réaliser l'unité de l'Alsace, donc d'en faire une province, et mieux encore une province française. Hein. Il va en effet construire une Alsace française qui n'existait pas jusqu'alors, et pour cause, et il va patiemment la soumettre, la structurer, l'organiser, la défendre. Je vais vous citer le célèbre historien alsacien Rodolphe Reuss, dont le nom est d'ailleurs une station de terminus du tram à Strasbourg. Reuss est protestant et républicain. Donc il n'a donc rien pour porter le roi Soleil dans son cœur. Et pourtant, il écrit dans l'histoire de l'Alsace sortie en 1920. Il ne faut pas croire en effet que le gouvernement, quoique absolu de Louis XIV, ait éprouvé le besoin de bouleverser tout l'ancien état de choses, comme le font d'ordinaire les conquérants modernes, pressés de transformer par des moyens plus ou moins violents l'existence quotidienne et jusqu'à la mentalité des vaincus. Au contraire, la maxime favorite du pouvoir central au XVIIe et même au XVIIIe siècle fut toujours, hein, de ne pas toucher aux choses d'Alsace, ou du moins d'y toucher le moins possible en respectant les anciennes délimitations territoriales, les anciens rouages administratifs, les traditions et la langue des populations, en ne s'occupant point de leurs écoles, en ne leur imposant aucun service militaire, on laissait aux masses l'illusion bienfaisante que rien ou presque n'était changé, et le nouveau régime put ainsi prendre racine, un peu plus lentement peut-être, mais d'autant plus solidement, sans susciter jamais une opposition sérieuse, sans amener des conflits de race ou d'intérêt. Voilà. Donc on se rend compte à travers cet extrait d'un historien républicain qui est presque comment dire, comment dire, un 10 sur 10 hein, à Louis XIV, que le contrôle du pouvoir royal est quasi inexistant. Mais alors comment la monarchie est-elle parvenue à faire de l'Alsace un bout de France sans recourir au forceps et à la contrainte? Eh bien, par le bras séculier de la justice. Hein. On a tendance à l'oublier, mais la royauté, ce n'est pas la guerre à outrance. Sous l'Ancien Régime, le service obligatoire, la levée en masse, la mobilisation générale n'existaient pas. Hein. Les soldats sont à l'époque des volontaires ou des mercenaires. La monarchie française n'est pas la guerre totale, c'est d'abord la justice. Hein. Le roi modèle, c'est Saint-Louis qui rendait la justice sous son chêne de Vincennes. Charles Colbert de Croissy, le frère du célèbre ministre Jean Colbert, devient justement à 26 ans intendant de la province d'Alsace. Il fait créer en 1657 une instance qui s'appelle le Conseil souverain d'Alsace, qui est en fait la cour de justice supérieure de la région. En fait, c'est comme une cour d'appel suprême, si vous voulez, et c'est auprès d'elle que vous vous retournez en dernière instance lorsque vous vous estimez lésé par les juridictions inférieures. Le conseil est d'abord situé à Ensisheim, puis transféré à Colmar, et je crois qu'il est encore aujourd'hui le siège du tribunal d'instance. Je vais vous citer Christian Pfister, historien alsacien foncièrement républicain, qui écrit dans Comment et pourquoi l'Alsace s'est donnée à la France, sorti en 1919. Un écrivain de sentiment allemand, Ichtersheim, écrivit dans sa topographie d'Alsace parue en 1710: Le Conseil fait régner une justice stricte, les procès ne durent pas longtemps, on voit le sujet gagner son procès contre le seigneur, le pauvre contre le riche, le serviteur contre son maître, le laïc contre le clerc et le chrétien contre le juif. En Allemagne, paraît-il, le juif gagnait presque toujours son procès contre le chrétien et toujours le seigneur contre ce sujet. Hein, du coup, en fait, c'est Pfister qui reprend un historien Ichtersheim. Ok. Donc, je vais repartir ensuite sur Reuss,
qui en rajoute une couche au Conseil supérieur d'Alsace qui nous dit: «Le Conseil supérieur d'Alsace qui recevait les appels des juridictions inférieures, jugea d'après des lois claires, sans long délai de procédure. Il accueillit les plaintes des humbles, il donna raison aux paysans qui avaient raison contre leur seigneur, la justice devint égale pour tous. Il surveilla de près les juridictions inférieures et interdit la pratique barbare de la torture.» Voilà. Donc, triomphe de la justice et du droit dans le cadre du respect de la défense des traditions séculaires. Donc, pour un souverain qui intègre une terre germanique aux antipodes des us et coutumes de son royaume, avouez qu'on a quand même connu plus jacobin et assimilateur comme méthode. Justice et liberté. Hein, voilà comment en fait l'Alsace va progressivement sentir en fait les bienfaits de la monarchie française et finalement devenir française. Dites-vous bien une chose, c'est que la façon dont un État intègre et administre une province est révélatrice de l'état d'esprit du régime en place, hein, et de la considération qu'il accorde au pays réel. Et l'exemple du traitement de Louis XIV à notre égard lors de l'annexion de notre région n'est pas un cas isolé, hein. Il est au contraire symptomatique de la tradition de la monarchie française dans l'estime et la liberté des provinces. Globalement, clairement, le pouvoir royal exerçait sous l'Ancien Régime un contrôle à la marge sur la vie culturelle et législative locale. Va venir la Révolution en 1789 qui va chambouler, hein, qui va révolutionner, c'est le cas de le dire, la France décentralisée alors en vigueur. L'idéologie révolutionnaire, elle est démocratique. C'est-à-dire que l'État révolutionnaire considère les individus comme égaux et souverains. Donc, si l'individu, grâce à la raison, est souverain, il ne doit plus y avoir d'intermédiaire entre l'État et lui. Il, comment dire, il peut se débrouiller tout seul, hein, en quelque sorte, et c'est même la condition de sa liberté. Ce principe a présidé à la nuit du 4 août 1789, présenté comme la fin des privilèges, hein, donc à entendre au sens des particularismes, car en fait, cette nuit va marquer l'abolition des provinces, des libertés locales, collectives, professionnelles, en somme de tous ces corps intermédiaires décentralisés qui, pour parler comme Maurras, faisaient la force et la gloire de l'Ancien Régime. Le 4 août 1789 préparera donc le terrain à la création de la Sacro-Sainte République, une et indivisible, et mortellement à la fin de la France plurielle et décentralisée. Pour rendre le propos plus parlant, plus concret, je vais m'appuyer sur un exemple, le rattachement de Mulhouse à la France en 1798. Mulhouse est une république indépendante, une cité-État. Il y avait des corporations qui animaient la vie économique, bien sûr, en fixant les conditions d'entrée dans le métier, en fixant les standards de production, les normes de production, en gérant également l'équivalent de leur caisse de sécurité sociale avant l'heure, hein, qui faisait que lorsque pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouviez plus vous rendre au travail et par conséquent toucher un salaire, bah, vous perceviez l'aide de la corporation. En plus du volet économique, les corporations étaient des acteurs politiques de premier plan. Le conseil municipal, qui siégeait à l'époque sur la place de la Réunion, hein, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien hôtel de ville, eh bien, ce dit conseil municipal était composé des représentants des différentes corporations. D'accord? Et ces représentants-là procédaient à l'élection du bourgmestre. Enfin, les corporations assumaient un rôle militaire, car chacune d'elles avait une partie du rempart de la ville de Mulhouse à défendre. Après avoir mis en place un blocus qui asphyxiera l'économie et contraindra Mulhouse à se rendre, les révolutionnaires font main basse sur la ville. Ils s'emparent des drapeaux des corporations, creusent un trou, les enterrent et plantent par-dessus l'arbre de la liberté, avec un grand L. La légende dit d'ailleurs qu'il a pris la foudre, cet arbre. À Mulhouse comme ailleurs, la Révolution, elle impose une liberté, avec un L majuscule, une liberté abstraite, universelle, qui fait table rase des libertés locales, concrètes, réelles, historiques, dont les corporations à Mulhouse étaient les dépositaires. Pour parachever sa rupture avec la tradition, avec la terre et les morts, la Révolution supprime donc les 34 provinces, hein, des terres enracinées, historiques, au profit des départements. On en dénombre 83 au département, au départ. La mise en place des départements, ça va être radical. C'est de la géométrie froide. En fait, on part du principe qu'il faut que les départements soient d'égale superficie. L'égalité, c'est très important pour la Révolution. Et que pas plus d'une journée à cheval doit vous séparer de votre chef-lieu. Ensuite, vous prenez une règle, un compas, et vous redessinez la France au mépris des constructions naturelles et historiques. Par ailleurs, le révisionnisme révolutionnaire a pour principe la théorie des frontières naturelles. Il y a de part et d'autre de la France des frontières naturelles, le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, l'océan Atlantique, les Pyrénées, la Manche.
Et au milieu de tout ça se trouve un territoire qu'on appelle la France. La France, ce n'est pas le fruit de l'histoire des 43 qui vont progressivement étendus et défendus. La France, c'est juste une notion géographique. On est clairement dans le nihilisme. Et le nom des départements nouvellement créés est là pour le rappeler. Pour la plupart, ils sont issus des fleuves ou massifs que l'on y trouve. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Seine-et-Marne, les Vosges, les Alpes de Haute-Provence, les Landes, qui sont un massif forestier, ou même le Morbihan, qui signifie petite mer en breton. On passe la période révolutionnaire pour arriver à l'Empire. Napoléon Bonaparte, dans la clé de voûte de sa politique et la conquête militaire, veut faire de la France une immense caserne. Il va donc caporaliser la France vers une centralisation à outrance, dont je vais essayer ici de vous rendre compte. À la Révolution, donc on compte deux instances, d'accord? Les communes et les départements. Il n'y a plus de provinces et pour cause, elles font peur à la République, elles sont assez vastes, elles sont porteuses de traditions, de revendications locales, elles seront donc évincées, écartées, hein. Et puis c'est plus facile pour l'État d'imposer ainsi sa volonté à des petites entités. Le préfet, un personnage qu'on aime bien, le préfet est une fonction mise en place par Napoléon pour l'administration du département. Il est nommé directement par l'empereur. Il faut attendre 1871 pour voir une autorité élue en la personne du conseiller général à la tête, enfin à la tête façon de parler du département, puisque le préfet dispose du droit de veto sur les actes des autorités départementales. Quoi qu'il en soit, les départements, donc la collectivité territoriale suprême dans la période post-révolutionnaire, n'ont pas d'assemblée élue sous l'Empire. Alors, le pays réel peut-il au moins décider de qui administre l'échelon inférieur, à savoir sa commune? Non. Le gouvernement impérial, c'est lui qui nomme les maires des communes de plus de 5000 habitants. Vous imaginez, on va jusqu'à s'intéresser à ce genre de menu détail. Et vous allez me dire, mais les communes de moins de 5000 habitants, elles peuvent voter pour le maire, j'espère. Non, non, non plus. C'est le préfet pour cette catégorie de communes qui choisit le maire et ses adjoints. Il faudra attendre 1884, d'accord? Donc la Révolution, hein, qui a introduit la liberté, c'est presque un peu moins de 100 ans après. Il faudra attendre 1884 pour que le conseil municipal soit enfin une autorité élue et nomme son maire, sauf à Paris. Accrochez-vous bien, il faudra attendre 1977 pour qu'un maire soit élu. Hein, le premier, entre guillemets, vrai maire dans la période post-révolutionnaire, ce sera Jacques Chirac en l'occurrence. Voilà, donc c'est quand même incroyable, mais vrai. Donc, c'est assez en fait édifiant tout cela. Et je voulais justement un petit peu vous choquer et vous montrer que lors de la période post-révolutionnaire, l'autorité jusqu'au plus petit niveau émanait tout entière de l'État, hein, dont le préfet était la courroie de transmission, était l'agent, si vous voulez. D'où des lourdeurs et des aberrations dingues dans la gestion des affaires courantes. Il fallait carrément un arrêté préfectoral, ce qui prenait un temps monstre juste pour installer une fontaine au milieu d'un village. C'est véritablement dans ce contexte où le jacobinisme sévit que les thèses décentralisatrices vont voir le jour courant du 19e siècle. Alors je pense par exemple à Système de politique positive en 1824 d'Auguste Comte, qui milite pour l'abolition des départements révolutionnaires et l'établissement de 17 grandes provinces détachées d'une capitale oppressive. Également du principe fédératif de Proudhon en 1863, pour qui justice sociale et liberté sont indissociables de la décentralisation, hein, d'une France fédérale, si vous voulez. Je cite Proudhon: qui dit république et ne dit pas fédération ne dit rien. Qui dit liberté et ne dit pas fédération ne dit rien. Qui dit socialisme et ne dit pas fédération ne dit rien. Mais ces théories seront controversées et minoritaires, notamment dans le milieu patriotique où décentralisation signifie affaiblissement du pouvoir central, éventuellement séparatisme, donc atteinte à l'intégrité de la patrie. En plus, la France vient de perdre l'Alsace-Moselle en 1871, donc clairement, le sujet est malvenu. Hein, de manière générale, au XIXe siècle, dans l'esprit des Français, un État décentralisé est à la fois et archaïque et anarchique. Le grand sociologue français Émile Durkheim ne dira pas autre chose, je cite: les progrès de la centralisation sont parallèles aux progrès de la civilisation.
En d'autres termes, un État moderne est un État centralisé. Plus un État est moderne, plus il est centralisé. Tout va changer avec une œuvre majeure, Les Déracinés de Maurice Barrès en 1897 et l'éphémère quotidien La Cocarde qui dirigera et qui vont véritablement libérer la parole et décomplexer le sujet. Les Déracinés, c'est l'histoire de 7 Lorrains qui quittent leur région natale pour poursuivre leurs études à Paris, aux côtés de leur professeur de philosophie, un certain Bouteiller, adepte du philosophe allemand Emmanuel Kant. Il y a des ouvrages consacrés à la critique d'une philosophie. Par exemple, Voltaire, dans Candide, tourne en dérision la théorie de l'optimisme de l'allemand Leibniz. Dans Les Déracinés est battue en brèche la morale de Kant qui stipule agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Donc la morale kantienne, elle est donc abstraite, subjective, tu peux vouloir, et désincarnée, une loi universelle. Selon Barès, la morale, elle ne découle pas de la subjectivité et d'un pseudo-universalisme, mais de la volonté d'accomplir un destin en commun. La conduite de l'homme n'est morale que si et seulement si elle s'incarne dans une communauté et en cherchant à atteindre par eux-mêmes, individuellement, loin de leur Lorraine natale, cette fameuse élévation promise par la morale de Kant, eh bien, les étudiants vont se déraciner. Et parce qu'ils se déracinent, certains tomberont dans l'immoralité, le vice, le meurtre. L'un finira même guillotiné, faute non pas de la société, mais de l'absence d'une société de tradition, l'absence d'une société enracinée. Et ce roman est un vibrant plaidoyer pour le maintien de l'identité et du particularisme régional, pour le culte de la terre et des morts, sans lequel l'homme et la nation vont à volo. Voilà mon humble résumé de cette œuvre majeure et laissons peut-être une pointure. L'écrivain et essayiste Paul Bourget de l'Académie française commentait l'ouvrage de Barrès et dressait en même temps un constat de la France centralisée du XIXe siècle. Ils sont intelligents, sensibles, ambitieux et ils ont quitté leur terre natale parce que Paris est le seul champ ouvert à toutes les initiatives et que partout ailleurs, le français n'est qu'un administré. De la politique à la toute-puissante machine gouvernementale montée par les Jacobins et Napoléon à son centre ici, à son centre unique ici, de l'idée, car c'est ici encore le point d'intensité pour tout l'art, toute la science, toute la littérature du pays, du sentiment, dirais-je presque, car les pièces de théâtre, les romans, les recueils de vers, toutes les œuvres d'imagination qui propagent par la mode les plus récentes façons de jouir et de souffrir s'élaborent encore ici. Hors de Paris, les jeunes Lorrains ne seraient même plus des provinciaux, car il n'y a plus de province depuis 100 ans, mais des départementaux. Leur éducation, donc là il parle de leur professeur de philo, leur a supprimé la conscience nationale, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a un passé de leur canton natal et le goût de se rattacher à ce passé le plus proche. Vient ensuite Charles Maurras. Charles Maurras, bien sûr, qui est un grand penseur, mais qui s'est largement inspiré de tout ce qui s'est dit et écrit pour se forger son idée. Il a indéniablement lu et étudié les œuvres dont je vous ai parlé plus haut. Et il en tira sa propre conviction quant à la décentralisation que je vais vous exposer. L'idée directrice, c'est que contrairement à ce qu'il est communément admis dans le milieu patriotique d'alors, pour renforcer la grande patrie, il faut fortifier les petites patries. D'accord? Ces petites patries-là, c'est fondamental. Car de la même manière que c'est par la pratique de l'exercice physique que se renforce un muscle, eh bien c'est par la pratique du devoir que se fortifie le sentiment de devoir. Et dans la mesure où il n'y a d'occasion régulière de devoir qu'envers ceux avec qui on est fréquemment en relation, eh bien c'est l'abnégation, le dévouement aux groupes les plus proches, la commune, la paroisse, la province, qui rend possible le dévouement aux groupes les plus lointains. Le culte du foyer, du lieu natal, de la région, constitue la plus solide base du culte de la patrie. Jules Michelet, l'historien républicain halluciné, se fourvoie complètement lorsqu'il s'écrit et qu'il écrit plus de province, la patrie. L'air de dire merci à la République d'avoir mis à bas les provinces. Ainsi, par exemple, les Bourguignons vont arrêter d'être des Bourguignons et faute d'identité régionale, eh bien, ils vont se rattacher à l'instance supérieure, la France, et devenir enfin des Français. Il est évident que pour Maurras, comme pour nous nationalistes, le but de la décentralisation n'est certainement pas de remettre en question l'autorité de l'État. Car une liberté est à conserver plus que les autres, car c'est la plus précieuse, c'est la liberté du gouvernement, c'est-à-dire la souveraineté de la nation qui doit s'incarner par un roi établi dans la plénitude de son pouvoir. Maurras, le plus ancien fédéraliste de France, comme il se dénommera à la fin de sa vie, souhaite donc un patriotisme, mais un patriotisme prenant en compte la pluralité de la France. Il dit: le patriotisme français, nourri et rafraîchi à ses vives sources locales, est peut-être
un peu plus compliqué à concevoir et à régler que le patriotisme unificateur, simpliste, administratif et abstrait de la tradition révolutionnaire et napoléonienne. Mais comme il est plus fort et surtout comme il est plus sûr, à la place d'un simple total de millions de fiches contenues dans un carton vert, voici la plante naturelle qui boit la sève de son sol. Pour résumer cette belle citation empreinte de lyrisme, retenons que le nationalisme maurassien unifie, mais n'uniformise pas, n'aplanit pas, ne fait pas table rase en fait des différents us et coutumes séculaires. Et pour réconcilier unité nationale et diversité provinciale, eh bien ce savant équilibre sera assuré par une autorité forte au-dessus de l'ensemble, un roi chef des républiques. Je dis simplement chef des républiques car Maurras ne veut pas d'un roi tout-puissant, omnipotent, qui historiquement n'a d'ailleurs jamais existé. Il s'agit en fait très simplement d'établir le rôle de l'État royal en tant qu'arbitre et non intervenant intempestif s'immisçant en permanence dans le fonctionnement des corps intermédiaires. Un État qui veut se fortifier doit se délester des tâches parasitaires pour se concentrer sur son cœur de métier, notamment la diplomatie, l'économie, l'armée. C'est un gagnant-gagnant car les provinces à leur niveau s'occupent, se connaissent le mieux et l'État se focalise sur ses droits et ses devoirs. En somme, l'allègement des fonctions de l'État ferait en sorte que les innombrables républiques compétentes et intéressées prendront la place de la République une et indivisible. Mais l'État peut tout, me direz-vous. Mais non, sûrement pas, car surcharger l'État de mission est définitivement malsain, car lorsque l'État est trop puissant, le peuple place toute sa confiance, tout son espoir en lui. C'est donc contre lui que le peuple tourne sa haine lorsqu'il est déçu. Alors la centralisation, loin d'affermir le pouvoir, le rend plus sensible au choc, aux caprices de l'opinion. Voilà pourquoi dans un régime décentralisé, le pouvoir est plus stable. Au regard de ce que je viens de vous dire, limiter les pouvoirs de l'exécutif, c'est donc le meilleur moyen de les fortifier. Je le répète, limiter les pouvoirs de l'exécutif, c'est donc le meilleur moyen de les fortifier. Voici le formidable credo qui anime les décentralisateurs et que l'on pourrait résumer par la célébrissime formule autorité en haut, liberté en bas. Fort de ce que nous a montré Maurras sur les bienfaits de la décentralisation, il faut d'urgence effectivement rétablir un régime fédéral, un régime décentralisé. Sur qui compter pour le mettre en œuvre? La République peut-elle organiser ça? Certainement pas, car c'est un régime qui est basé sur l'opinion, qui a donc besoin de contrôler l'opinion. Un État électif, comme c'est le cas de la République, dépend de tout, s'inquiète de tout, d'où son obsession de la centralisation pour mieux se rapprocher et contrôler ses électeurs. C'est en cela que toute décentralisation est au fond autodestructrice pour le régime et que l'État républicain donnera toujours l'illusion de faire la décentralisation et c'est pour ça qu'il l'a fait si mal. Seule la monarchie, qui est un système ne dépendant pas de l'opinion, est en mesure d'organiser, de faire vivre réellement la décentralisation comme l'a fait dans toute son histoire. Je cite Maurras, un État qui n'est pas électif voit sans horreur les sociétés, les associations abonder au-dessous de lui. Il a crainte que des perturbateurs et des facétieux. Elle, donc là il parle de la monarchie, hein, est libre d'un joug. Le joug de l'élection, elle n'est pas serve de l'opinion, elle n'a donc pas à faire partout cette opinion par la voix du maître d'école, par les pieds du facteur et par les bras du cantonnier. Voilà, j'adore cette citation de Maurras qui dénonce quelque part l'état total républicain. Hein. Face à cette centralisation absolue, à part les intellectuels évoqués précédemment, le peuple s'est-il mobilisé ou alors est-ce que la décentralisation, c'est resté un sujet dont on débat dans les salons mondains? L'exemple le plus frappant, c'est lors de la Commune en 1871, où le peuple réclamait à la fois du social, mais aussi du fédéral. Hein. L'un n'allant pas sans l'autre, comme le disait Pierre-Joseph Proudhon, cité tout à l'heure. En somme, les idées décentralisatrices, du 19e siècle, elles ont foisonné, pardon, excusez-moi. Le peuple a eu aussi l'occasion de montrer son désir de décentralisation, mais cela a-t-il fait bouger les lignes? Est-ce que la République a desserré son empreinte jacobine? Rien n'est moins sûr, et on s'en rend compte à la manière dont la gestion du territoire est orchestrée dans l'époque moderne, c'est-à-dire du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1789, il y aura un tournant décentralisateur et un seul, c'est à partir de 1982, avec les lois Defferre, du nom du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de Mitterrand. Avec la loi de 82, les communes, elles se voient confier des responsabilités élémentaires dont elles étaient naguère tributaires de l'État. Alors, je pense par exemple au permis de démolir, à l'autorisation de lotir, à celle d'édifier une clôture, à l'aménagement de terrains de camping, au stationnement de caravanes et même à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres. Avec la loi de 82, le département
devient une collectivité de plein exercice, hein. Désormais, c'est le président du Conseil général, élu au suffrage universel direct, qui préside l'Assemblée, prépare les budgets, organise les délibérations, indépendamment du préfet, qui a perdu sa tutelle a priori sur les actes des assemblées départementales. Il peut, même encore aujourd'hui, hein, toujours chicaner via un contrôle a posteriori, mais sans commune mesure avec les pleins pouvoirs dont il disposait sur le département avant 82. Avec la loi de 82, la région est créée. Il n'y en avait pas avant, hein. Leur équivalent, les provinces, a été supprimé à la Révolution. La première élection régionale au suffrage universel aura lieu en 86. C'est affligeant quand on sait que les régions, qui par leur taille, leur poids, leur budget, sont en mesure de conduire des politiques structurelles et engageantes. Comme pour les départements, l'organe exécutif est démocratiquement élu, hein, c'est le conseil régional, en l'occurrence, qui règle par ses délibérations les affaires de la région. En somme, de la Révolution jusqu'en 82, il n'y a pas de réelle autonomie décisionnelle, hein. Les membres des deux instances qui existaient à l'époque, communes et départements, appliquaient à leur niveau les ordres du gouvernement et du préfet. C'est pour ça que 82 va vraiment marquer une césure, une rupture, car c'est désormais aux élus des collectivités territoriales, communes, départements et régions, la toute récente instance, de conduire et d'assumer leur propre politique. La mise en œuvre des lois Defferre sera très française. C'est 6 mois de débat, 4000 amendements, 3 lectures devant les deux chambres. La loi immigration, clairement, à côté, c'est rien. Donc c'est un bon début pour la décentralisation. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, mais la République pratique plutôt la déconcentration. Et nous, à l'AF et Noras, on plaide pour la décentralisation. La différence, elle est sur ce point, c'est que les déconcentralisateurs, ils veulent exporter de Paris certaines institutions toutes faites et les implanter en province. Alors que les décentralisateurs, comme nous, on voudrait que les pouvoirs locaux soient en état de créer et de faire vivre sur place leurs propres institutions. D'accord? Et la différence, elle est de taille. Le but de la décentralisation, donc d'AF, c'est pas de créer des succursales de Paris, d'accord, faire des copier-coller, d'avoir des miroirs, mais d'allumer sur place des foyers de vie locale, hein. Il n'y a de décentralisation que si et seulement si elle provient de son milieu d'origine. La décentralisation appelle la confiance dans la capacité des élus locaux à mettre en place à leur niveau les politiques publiques les plus adaptées. Mais ça, compte tenu du caractère électif de la République dont je vous parlais tout à l'heure, jamais le régime ne laissera une telle marge de manœuvre aux initiatives locales. Et bien qu'il soit stipulé dans la Constitution française depuis 2003 que la France est une république décentralisée, c'est l'article 1er, hein, la décentralisation républicaine est un bel oxymore. Alors, comment se présente-t-elle aujourd'hui? D'accord? Comment s'organisent en fait les collectivités territoriales? Eh bien, je propose en guise de dernière partie de vous dresser un état des lieux, d'accord, et des pistes d'amélioration. Alors, il existe 3 niveaux de collectivité en France: commune, département, région. La commune, c'est la collectivité qui est la plus axée sur la proximité. C'est aussi pour ça que son premier citoyen, le maire, est la fonction à laquelle les Français sont le plus attachés. Le maire s'occupe notamment des écoles, de la voirie, des crèches, du soutien au commerce, aux associations sportives, culturelles. Euh, la mairie, elle s'occupe également du PLU, le plan local d'urbanisme, hein. Donc, si un jour vous voulez faire construire votre maison, bah, vous devrez le demander, car c'est la mairie en fait qui décide sur quelle zone vous pouvez construire, voire parfois sur ce que vous pouvez construire, hein. Typiquement, à un HLM en plein centre de Ribeauvillé, ça passera jamais. Le département, juste au-dessus, c'est la gestion des collèges, on l'a appris au collège, des routes départementales, mais aussi de l'aide sociale. On l'ignore un peu plus, ça, mais cette dernière, l'aide sociale, elle représente 2 tiers du budget du fonctionnement des départements. À un titre personnel, j'ai une grand-mère qui ne s'en sort plus toute seule, et l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, elle est gérée par le conseil départemental. Et vous avez sans doute fait une demande d'appel lorsque vous étiez étudiant, c'est pareil, c'est la case du département qui vous la verse. La région date de 82, et contrairement à la commune et au département, hein, qui eux été créés lors de la Révolution. La région, c'est la structure qui est la moins, on va dire, dans l'opérationnel, dans le courant. Alors c'est certes les lycées ou les transports, mais c'est essentiellement le long terme. C'est surtout le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, l'apprentissage, la culture, le tourisme, l'environnement. Clairement, la région, c'est un levier pour les territoires. C'est l'avenir qu'elle construisent. C'est un beau rôle, mais un rôle ingrat, car c'est celui qui, à court terme, se fait le moins remarquer. Sur les 27 pays de l'UE, 15, soit un peu plus de la moitié, ont 2 échelons, communal et régional. Donc ça peut de prime abord en fait plaider en faveur de la suppression de l'échelon intermédiaire qu'on appelle en France le département et qui est une structure en fait assez décriée. Ceci dit, la situation de la France, bien que minoritaire, avec ses 3 échelons,
n'est pas exceptionnelle. L'Allemagne, l'Italie, la Belgique et même la Pologne, hein, qui compte 40 millions d'habitants, ont également une organisation territoriale à trois strates. Donc la structure vraiment des collectivités territoriales n'est pas sujette à caution. Comparaison n'est pas raison, certes, mais elle est similaire en fait à ce que font nos voisins européens, pour la plupart, et puis elle est assez, on va dire, cohérente dans la répartition de ces missions évoquées précédemment. Là où le bas blesse, en France, c'est trois points. Le poids prépondérant de Paris, l'émiettement communal et l'absence d'autorité régionale. L'hypertrophie de la capitale. Quelques chiffres clés. Un Français sur cinq vit en Île-de-France. Un tiers du PIB, donc un tiers de la richesse nationale, est réalisé dans la région parisienne. D'accord. Le PIB de l'Île-de-France, d'ailleurs, c'est 5 fois celui du Land de Berlin. En France, il y a seulement 3 villes de plus de 500 000 habitants: Paris, Lyon, Marseille. En Allemagne, il y en a 15, 5 fois plus. Et l'Allemagne n'est pas 5 fois plus peuplée ou 5 fois plus grande que nous. Les JO, en plein cœur de l'actualité, une fois encore, ils sont à Paris. En Espagne, les JO de 92, ils ont eu lieu à Barcelone, pas à Madrid. Le ministère de la Culture, c'est 50% de son budget qui va à l'Île-de-France. Toutes les expos universelles ayant eu lieu en France, elles sont tenues à Paris. L'expo universelle de 2015, elle s'est déroulée en Italie, à Milan, pas à Rome. À lui tout seul, le Grand Paris, qui ambitionne de faire de l'Île-de-France une grande métropole ultra connectée, coûte plus cher que l'ensemble des projets d'infrastructure des autres régions françaises. Via le rail, il faut plus de temps pour faire Rennes-Quimper ou Rennes-Brest que Rennes-Paris. On en vient à une situation complètement loufoque où les métropoles régionales viennent entre elles à se tirer la bourre, à se livrer à une compétition individualiste et égoïste pour être les plus proches de Paris au lieu de penser à renforcer leur coopération. Tout se passe comme si la proximité avec la capitale est le critère du désenclavement. Voilà, je vais arrêter avec la litanie des exemples qui montrent bien qu'il y a indéniablement une concentration extrême en France, tout dans Paris, rien hors de Paris, rien contre Paris, pour paraphraser le Duce. Le chaos municipal. Donc le deuxième point, dans tous les pays, la commune, c'est la base de l'organisation territoriale. Mais la France, elle se distingue par, premièrement, son nombre de communes. 35 000. 35 000, cela représente plus d'un tiers du total de l'ensemble des communes des 27 membres de l'UE. À titre de comparaison, il y a 11 000 communes en Allemagne. On a donc en France 3 fois plus de communes qu'en Allemagne, alors qu'on n'est pas 3 fois plus nombreux qu'eux. En Italie, on dénombre 8 000 communes, soit 4 fois moins, alors qu'il y a 60 millions d'Italiens et 68 millions de Français. Donc en plus du nombre exubérant, c'est logiquement la taille des communes françaises qui dénote. 90% des 35 000 communes ont moins de 2 000 habitants. Un tiers des communes françaises, un tiers des communes françaises ont moins de 200 habitants. Et ceux qui sont venus à Louis XVI, hein, avec qui on a traversé la moitié de la France en voiture, on a pu le constater. Pour remédier à cet émiettement communal et pallier à d'éventuelles contraintes que des bourgs ne pourraient pas assumer seuls, l'État, notamment par la voix de ses préfets, a imposé aux communes en 2010 la coopération intercommunale. Alors ça peut prendre la forme d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine, voire d'une métropole ou d'une eurométropole, comme à Strasbourg qui compte 33 communes, c'est déjà pas mal. On peut trouver encore pire avec la communauté urbaine de Reims qui totalise 143 communes. Ça n'a ni queue ni tête. L'intercommunalité, en fait, c'est comme une petite UE. Elle oblige les autorités municipales à composer et voir des pans de leur souveraineté confisqués. L'intercommunalité, en fait, c'est le diviser pour mieux régner de la République française, car il est plus pertinent, pour des questions d'efficacité et d'économie, que plusieurs petites communes fusionnent en une seule, plutôt que chacune se trouve enchaînée à l'autre. Il existe une loi d'ailleurs depuis 2010 qui abonde dans ce sens, car elle permet à plusieurs communes, si elles sont d'accord, de se regrouper en une seule pour avoir plus de poids, plus de moyens. L'une des plus grosses communes nouvelles, c'est celle de Livarot-Pays d'Auge, en Normandie donc, qui regroupe 22 communes et s'établit à environ 6 000 habitants. Donc en fusionnant 22 communes, ils ne sont que 6 000 habitants. Donc ça fait une moyenne d'à peu près 300 habitants par ex-commune. Donc ça vous donne vraiment une idée de l'émiettement, de l'isolement, du dénuement dans lequel se retrouvent certaines communes et à laquelle l'intercommunalité clairement ne va rien arranger. Hein, la commune nouvelle, pardon, est au contraire une alternative particulièrement intéressante à l'éparpillement de l'intercommunalité, à la discorde de l'intercommunalité, mais le jacobinisme vous rattrape car toute nouvelle commune doit aussi faire partie d'une intercommunalité. La fusion des communes a été le choix de l'Allemagne, tandis que la France, elle, a opéré pour l'intercommunalité. Et en Italie, la taille relativement moyenne des communes fait qu'il n'y a presque pas d'intercommunalité. Et comme si la dissolution des communes au sein de l'intercommunalité ne suffisait pas, la République les touche au portefeuille. Le nerf de la guerre en politique, c'est l'argent.
La taxe d'habitation est un impôt local que tous, locataires ou propriétaires, ont payé et qui servait au financement du service public de sa commune. Et sa suppression l'année dernière, elle est inquiétante car elle renforce en fait la dépendance des communes, écrin de proximité et de démocratie vis-à-vis de l'État central. Par ailleurs, les intercommunalités, il faut du personnel et des structures pour les faire fonctionner, ça vient rajouter des coûts. Et le président d'Interco, en général, c'est un maire qui est choisi parmi le collège des maires de l'intercommunalité. Mais il n'est pas, comment dirais-je, directement élu par ses administrés. Un Fabien Jordan, l'actuel président de Mulhouse Alsace Agglomération, qui compte 39 communes, personne ne l'a élu à son poste. Et c'est regrettable car toute grande commune comme Mulhouse, qui est pourtant au cœur du dynamisme du territoire, se retrouve en fait noyée dans une interco de plus en plus puissante et déconnectée de ses administrés. Dernier point, je voulais voir avec vous sur une amélioration à apporter, une amélioration d'urgence. Ben, c'est le rôle en fait des régions qui est misérable, hein. La République française est démocratique. Nous sommes libres et égaux. Les administrations aussi. Voilà pourquoi une collectivité territoriale n'a pas à commander à une autre. C'est même inscrit dans la Constitution. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Mais c'est très bien d'avoir ce système à trois strates, un commune, département, région, comme je vous l'ai dit, c'est conforme aux pays les plus peuplés et les plus grands d'Europe, et c'est aussi cohérent. Mais pour que cela fonctionne correctement, il faut de l'autorité. Alors que la décentralisation démocratique et libérale en vigueur en France entretient la confusion et la gabegie. Il faut une autorité, une ordonnatrice des territoires dont la région, échelon suprême, est toute destinée. La région, de par sa taille, doit véritablement avoir ce rôle de chef des collectivités locales de son secteur. Il faut l'ériger en outil de gouvernance territoriale, d'autorité, de régulation qui lutterait tant chez elle que dans les départements et les communes contre les chevauchements de compétences, les doublons, le manque de coordination, la confusion des rôles, en somme à tout ce qu'on appelle le millefeuille territorial français. D'accord. Et aussi qu'elle soit reconnue donc par les collectivités sur sa zone, mais également qu'elle soit reconnue comme une autorité vis-à-vis de l'État central et qu'elle travaille en bonne intelligence avec l'État central. Et que l'État central arrête bien sûr de se méfier des régions. Et on a beau faire comme en France 13 régions, eh bien 13 grandes régions même, ce sont des naines financières, hein. Elles ont des moyens minuscules. Le budget moyen des régions françaises, il est de 2,5 milliards d'euros. Cette année, là, 2024, pour le Grand Est, c'est un budget historique, on a 4,5 milliards. À titre d'exemple, ces chiffres ne sont pas les plus à jour. Le Bade-Württemberg, de l'autre côté du Rhin, c'est 18 milliards de budget. L'Andalousie, c'est 20 milliards. La Wallonie, 8 milliards. La Sicile, 18 milliards. Bouquet final, la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est 60 milliards. Alors oui, comparons ce qui est comparable. Nous, on a une moyenne de 2,5, mais c'est vrai que les régions françaises n'ont pas les mêmes champs d'intervention que les autres régions européennes. Mais là aussi, je veux vous amener, c'est sur le faible en fait, degré de liberté accordée aux régions françaises. Hein, par exemple, en Allemagne, ce sont les Länder qui gèrent et financent les hôpitaux, d'où un budget plus important que les régions françaises. Au niveau de l'éducation aussi, hein, ce sont des Länder qui recrutent, forment, rémunèrent leurs enseignants. Ils décident également des programmes scolaires. Donc ça peut effaroucher les Jacobins, mais c'est relativement cohérent ce système, puisque l'État fédéral décide en fait des dates de début et de fin de l'année scolaire, de la reconnaissance des examens, du type de notation reconnu dans les bulletins scolaires et de la durée des vacances scolaires. Donc, une fois en fait cette feuille de route tracée, chaque land a la mission en fait de décliner la ligne fédérale à son échelon. Donc, responsabilité de l'échelon local et supervision de l'État fédéral. Voilà, c'est le fameux autorité en haut, liberté en bas que j'évoquais précédemment. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce que je viens de vous dire en fait sur les régions? C'est que la taille de la région compte peu. Et c'est dommage car c'est l'argument qui a présidé à la création des 13 nouvelles grandes régions de 2015. Le but était de se calquer sur les Länder allemands. Alors oui, on peut s'en inspirer, mais il ne faut pas chercher à les copier à tout prix. Surtout que la France est un pays latin. Et justement, en Italie, un pays pourtant plus petit que nous, la France compte 20 régions. Hein, pour rappel, on est à 13, 20 régions, dont la vallée d'Aoste qui compte environ 120 000 habitants. On pourrait tout à fait se passer de ce méta ensemble qu'est le Grand Est et maintenir la région alsacienne. Vous l'aurez compris, ce qui importe pour une région, c'est un budget conforme à sa dimension et surtout une autorité sur les autres collectivités locales de sa zone et de la légitimité vis-à-vis de l'État central. D'accord? Donc même si c'est une petite région, qu'importe tant qu'elle a les moyens financiers et coercitifs pour mener à bien
sa mission de service public, même de salut public, c'est l'essentiel. Donc d'ailleurs, le but de retrouver l'Alsace et de quitter le Grand Est n'est pas de rester dans l'entre-soi. Hein, c'est pas parce qu'une région n'est pas intégrée à une autre qu'elles ne peuvent pas coopérer ensemble en bonne intelligence. Pas besoin du Grand Est pour mener des projets d'envergure et transrégionaux avec les Lorrains et les Champenois. L'adage dit diviser pour mieux régner. Et oui, la confusion et le désordre ambiant qui s'illustre notamment via ces 3 points, hein, prépondérance de Paris, chaos municipal et faiblesse des régions est, comment dirais-je, savamment, hein, voilà, savamment entretenu par l'État central qui, en dépit de velléités décentralisatrices, règne en maître sur l'Hexagone. Quelle est la racine profonde du problème? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la démocratie. C'est un régime d'opinion. Donc, à partir du moment où le peuple est souverain, qui tient le peuple tient le pouvoir. Et c'est pour ça que toute liberté cédée au pays réel est autodestructrice pour le système. Alors, le pouvoir central cède sur l'accessoire, fait de l'esbrouf, c'est un leurre qui vient renforcer sa légitimité et dont lui seul est le bénéficiaire. Mais pourtant, en Italie, en Espagne, en Allemagne, des exemples voilà, que je vous ai cités, il n'y a pas les verrous à la décentralisation qui sévissent en France. Hein, les régions sont reconnues comme les chefs de file des collectivités territoriales situées sur leur zone. Les capitales n'ont pas un poids démesuré, les communes ne sont pas aussi insignifiantes. Or, ce sont des démocraties. C'est vrai. Et Maurras de son temps aussi constate que des États démocratiques étaient bien plus décentralisés que la République française. Mais la France fut le fer de lance de la démocratie, des droits de l'homme, de la République une et indivisible. Ces principes-là règnent en maître plus que n'importe où. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle souvent d'exception française, et seul un renversement du mode de gouvernance, seule une contre-révolution permettra de revenir à une France telle qu'elle a toujours été, une France infiniment plurielle, mais défendue dans sa diversité et son intégrité par les Capétiens. Voilà, je conclurai ce cercle en disant que la décentralisation monarchique est la seule qui vaille. Elle constitue le meilleur contre-pouvoir face à l'arbitraire et en même temps la plus solide défense de l'autorité de l'État. Elle réalise cette union de l'un et du multiple avec l'intérêt supérieur de la France et des Français comme moteur. Puissent donc nos belles régions retrouver leur liberté, puisse notre cher pays retrouver sa souveraineté. Pour ça, il faut un roi. N'en désespérons pas. Puis disait sur Morat, son projet aboutira. Chers amis, ainsi soit-il. Merci de votre attention.